Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, exceptionnel, puisqu'on est aujourd'hui à Bordeaux, on change d'air, mais en plus de ça, on se retrouve avec du matériel vidéo spécialement pour l'occasion. Parce que oui, en effet, c'est officiel, Fragment d'essence participe au podcaston. Le podcaston, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative qui permet de rassembler des podcasteuses et podcasteurs de tous horizons à l'échelle internationale afin de mettre en avant une association caritative de leur choix dans au moins un des épisodes de leur podcast. Tout cela est diffusé simultanément et de manière coordonnée du 15 au 21 mars 2025. L'objectif est de soutenir justement un maximum d'associations caritatives partout dans le monde et ainsi de créer une vague incroyable de contenu audio inspirant. Si cette initiative à but non lucratif t'intéresse toi aussi, si tu as l'idée de créer un podcast ou si tu possèdes déjà un podcast, tu peux envisager de t'enregistrer aussi sur podcaston.org. C'est facile, rapide et gratuit. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des bénévoles du Podcaston pour l'organisation d'un tel événement. En tant que Fragment d'essence, à titre personnel, on a décidé de dédier cet épisode spécifiquement pour la Fondation des femmes. Et je tiens tout particulièrement à cet égard à remercier Marion Coquel-Arambillet pour sa participation active dans cet épisode. Bien entendu, toutes les références en lien avec la Fondation des femmes, y compris la page des dons qui sont mentionnées dans cet épisode, seront notées dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute et sans plus faire durer le suspense, place à la Fondation des femmes. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragment d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragment d'essence. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial dans le cadre du podcaston. Donc, on souhaite mettre en avant la Fondation des femmes. Et on a l'honneur de recevoir donc Marion Coquel-Arambillet, qui est une bénévole très engagée pour la Fondation des femmes. Donc Marion, merci d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. C'est avec grand plaisir que je réponds à cet appel et bonjour à toutes et à tous. Donc enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter la Fondation des femmes, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc la Fondation des femmes, c'est une fondation qui existe depuis 2016, donc qui a bientôt 10 ans. À la base, c'est vraiment venu d'une initiative d'un petit groupe de personnes, dont Anne-Cécile Maillefer, qui est la présidente, où ils ont vraiment compris qu'il y avait un gros manque en France pour financer et accompagner le tissu associatif féministe. Et donc, sur une idée un peu folle, elles ont, et ils ont, parce qu'il y avait aussi des hommes dès le départ, décidé de monter une fondation qui, depuis, est devenue la fondation de référence en France sur le droit des femmes et qui est reconnue d'utilité publique depuis juillet 2024.
Donc, preuve du sérieux de nos actions, mais aussi de la pertinence des actions de terrain. La Fondation, elle a pour objectif de promouvoir le droit des femmes, de défendre l'égalité et puis de faire cesser les violences faites aux femmes. Donc, elle œuvre sur 3 plans. Le premier, c'est vraiment de financer les associations de terrain qui manquent cruellement de moyens. Donc par des campagnes de dons particuliers, le mécénat, etc., de vraiment pouvoir financer le tissu associatif, mais aussi de pouvoir accompagner par des moyens matériels. Donc régulièrement, il y a des collectes de produits qui sont organisées en partenariat, par exemple, avec la Fondation Monoprix. Voilà, il y a tout un tas de collecte. Et puis, il y a aussi toute la partie juridique, avec une force juridique, avec des plaidoyers, avec la rédaction de rapports, etc., pour faire avancer l'égalité et reculer les violences faites aux femmes en France. Donc voilà, c'est une multitude d'actions sur différents niveaux. Il peut y avoir des courses. Je vous reparlerai un petit peu plus tard de la Nuit des Relais, puisque c'est un gros événement sur Bordeaux qui est piloté par la Fondation. Mais il y a eu aussi, par exemple, en 2024, un gros concert à l'Arena à Paris, qui était un gros événement qui a mobilisé beaucoup de monde, qui a été retransmis sur TMC, qui a permis de pouvoir aussi récolter de nombreux dons et de mettre en avant les actions de la Fondation et puis de l'ensemble des actrices et acteurs qui sont soutenus par cette fondation, puisque l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les associations de terrain qui, elles, œuvrent au quotidien pour accompagner des femmes victimes de violences conjugales, économiques et sexuelles et autres. Tout à fait. Merci beaucoup pour la présentation. Et maintenant, pour en venir sur ton parcours, en particulier personnel, quel a été le déclic pour toi? Comment est né ton engagement? Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment eu un déclic. Je me suis pas levée un matin et j'ai pas vécu un truc qui s'est dit allez, ça y est, aujourd'hui je vais m'engager à la Fondation ou je vais m'engager pour les associations féministes. Ça a été plutôt une continuité, un cheminement. Professionnellement, moi, je suis directrice adjointe de Forma, qui est un institut de formation de la Fédération sportive et culturelle de France. Et à l'intérieur de ma profession, une de mes missions, c'est de monter des formations et d'animer des formations contre les violences sexuelles et sexistes en entreprise. Donc je passe une grosse partie de mon temps déjà sur ce volet-là, mais dans le secteur entreprise, sur de la formation professionnelle, donc qui se veut être sur un ton consensuel. Hein. L'idée, c'est bien de réunir les gens dans une entreprise, par exemple, pour bien définir ce qui est possible et pas possible en termes de comportement, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui sont apolitiques, où on va pas parler de morale, on est là pour parler de faits, de protocoles, d'accompagnement des femmes lorsqu'il se passe des choses dans les entreprises, etc. Et donc, il me manquait un peu à ma vie, j'ai envie de dire, un pan un peu plus militant, un peu plus action de terrain. C'est pourquoi je me suis engagée à la Fondation pour vraiment plutôt avoir aussi une action militante et de terrain. Et j'ai accepté un rôle aussi à la Fondation un peu plus important sur cette dernière année, puisque je suis devenue ambassadrice de l'antenne de Bordeaux. Donc ça veut dire un peu plus de responsabilité aussi pour coordonner en fait les actions de la Fondation au niveau local. Donc dès qu'il y a des collectes, des nuits des relais, des choses comme ça à organiser, on est quelques ambassadrices et puis avec le tissu de bénévoles et de volontaires, on mène des actions qui permettent à chaque fois, c'est toujours le même objectif, de réunir des fonds ou des moyens supplémentaires pour les associations et donc à Bordeaux pour le tissu local d'associations féministes qui œuvrent pour défendre et accompagner des femmes victimes. Tout à fait. Alors, j'imagine que face à toutes ces actions, il y a aussi beaucoup de difficultés auxquelles vous faites face au quotidien. Quelles sont les principales difficultés auxquelles la Fondation des femmes fait face, auxquelles tu fais face aussi? Je crois qu'on est dans un contexte qui n'est pas très favorable en ce moment. On est sur une recrudescence du conservatisme, de certaines idées d'extrême droite, des groupes masculinistes qui sont de plus en plus forts et qui essayent de faire taire aussi les voix qui s'érigent un peu pour l'égalité et contre les violences. Donc ça, c'est un défi un petit peu quotidien et toujours un petit peu compliqué. Après, à titre plus personnel, moi, sur l'antenne,
Donc mon rôle, c'est vraiment de coordonner et de mobiliser des bénévoles sur le terrain. Donc on arrive très souvent à les mobiliser sur des grosses actions. Quand il y a une nuit des relais, des collectes dans les magasins Monoprix, etc., on arrive à vraiment mobiliser du monde, parce qu'on a aujourd'hui une centaine de bénévoles quand même qui sont à la Fondation sur Bordeaux. Donc sur les grosses actions, on les mobilise. Mais entre les actions, c'est toujours un peu difficile de faire vivre c'est tout ça. Donc moi, j'ai vraiment comme objectif et comme envie qu'on réussisse à créer une communauté qui, sous la bannière de la Fondation, s'engage sur des actions peut-être plus petites, plus régulières, pour vraiment pouvoir mieux accompagner le tissu associatif et aussi créer du lien entre nos bénévoles Fondation et celles et ceux des associations pour aussi parfois s'aider, s'entraider et créer du lien aussi entre les associations. Donc voilà un petit peu les difficultés. C'est aussi toujours de s'organiser quand on est à un poste à responsabilité. Je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans. Donc le temps est toujours un peu... c'est un peu la problématique bénévole, c'est de pouvoir donner du temps et l'énergie suffisante que demande ce genre de projet. Et, voilà, mais on y arrive. Félicitations. Et alors justement, on a parlé des difficultés et les victoires. Alors, quelles sont vos principales victoires? Au niveau général de la Fondation, vraiment la grande victoire, ça a été d'être reconnue d'utilité publique, parce que vraiment ça ancre, c'est vraiment la consécration de 9 ans d'action pour nous ériger au statut de fondation reconnue d'utilité publique. Et ça va aider la Fondation à pouvoir être 100% indépendante. Jusqu'à présent, elle était abritée par la Fondation de France. Donc maintenant, on n'est plus abrité par aucune fondation, et on peut donc maintenant être 100% autonome et indépendant. Donc ça va aider notamment pour les donations. Et puis, les grandes victoires, ça a été la constitutionnalisation de l'IVG, sur lequel la Fondation a beaucoup travaillé. Donc ça a été un moment un peu hors du temps aussi. Voilà, on se retrouve à mettre en place un écran géant sous la Tour Eiffel pour fêter avec tout le tissu associatif la constitutionnalisation de l'IVG, qui est quand même une belle avancée d'un point de vue droit des femmes. Il y a eu toutes les grandes manifestations de soutien à Gisèle Pelicot aussi, qui ont été des moments très forts sur ces dernières années. Et puis au niveau de l'antenne vraiment bordelaise, au niveau des actions de terrain qu'on mène, une des grandes victoires, ça a été la Nuit des Relais 2024. Donc la Nuit des Relais, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où on court autour de l'hôtel de ville de Bordeaux. Et donc c'est une course qui se veut non sportive. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont participé à cette course, ils nous diraient que si, c'est très sportif. Non sportif dans le sens, il n'y a pas de chrono, c'est un événement physique mais non sportif, où l'idée c'est vraiment de pouvoir courir, donc de faire des équipes qui récoltent de l'argent et qui ensuite courent en relais autour de l'hôtel de ville. Ça se veut être accessible à tout le monde, on peut le faire en courant, en marchant. On a vu des bébés en poussette, des personnes en fauteuil roulant. Enfin voilà, c'était vraiment très, très inclusif et c'était l'idée. Et surtout très festif avec des food trucks, une scène, un DJ. On ambiance vraiment l'hôtel de ville pendant une soirée aux couleurs de la Fondation. Et cette année, ça a permis de récolter plus de 60 000 € pour 16 associations. Donc c'est quand même pas anodin dans le budget de ces associations comme le planning familial, le CIDFF, Tout à l'abri, qui est aussi un centre d'hébergement pour des personnes SDF. Donc voilà, c'est vraiment des grosses associations de terrain qui bénéficient du coup de 100% des fonds qu'on récolte sur ce type d'action. Et puis c'est des actions qui sont aussi très mobilisatrices pour nos bénévoles. C'est du temps en amont, mais c'est un moment un peu magique et suspendu le soir que de voir tant de coureurs, tous en violet, maquillés, plein de paillettes, pour défendre aussi haut et fort le combat de la Fondation. Donc c'était sûrement le temps fort de l'année 2024. Ça redonne de l'espoir aussi. Oui, tout à fait. Donc je ne peux que encourager tout le monde, en tout cas tous les Bordelais et alentours, à pouvoir monter des équipes et venir cette année début juin. On n'a pas encore la date officielle, mais ce sera début juin 2025 pour la prochaine édition, où on espérera faire encore mieux, peut-être atteindre la barre symbolique des 100 000 € pour les associations. Ce serait une belle victoire. Eh bien, on vous le souhaite. Merci. C'est une très belle initiative. Alors, on a parlé aussi
des violences. On sait que la Fondation des femmes, c'est une fondation de référence dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Quels sont les types de violences auxquels vous êtes confrontés au quotidien ? Alors, la fondation, elle n'est pas vraiment en première ligne. On l'avait bien compris que nous, on est vraiment plutôt pour structurer, accompagner et financer les associations qui, elles, par contre, font face à vraiment tout type de violence. On va retrouver beaucoup de violences conjugales. Vous savez qu'en France, on est encore sur une femme qui meurt des coups de son conjoint ou de son ex-conjoint tous les 3 jours. On a eu 122 féminicides l'année dernière, donc c'est quand même des chiffres qui sont importants. Donc il y a vraiment cette violence qui va jusqu'à l'assassinat, donc il y a vraiment une violence physique au plus haut de ce qu'on peut imaginer. On a évidemment beaucoup de souffrances et de violences morales, psychologiques, de phénomènes d'emprise, de pouvoir coercitif, etc. Il y a aussi toute la violence plus diffuse, la violence un peu continue dans certains couples, dans certaines entreprises. Finalement, cette violence patriarcale, elle est un petit peu partout. On a aussi de la violence économique. Très souvent, les violences conjugales sont aussi liées à des violences économiques. Et puis, beaucoup de violences sexuelles. En France, on estime qu'il y a un viol toutes les 7 minutes en France. Donc, c'est vraiment encore une forme de violence qui est extrêmement présente. Et donc, on a des associations qui sont spécialisées sur certains types de violences, d'autres qui accueillent toutes les violences. Mais en tout cas, on est sur vraiment toute forme de violence qu'on peut imaginer faites aux femmes. Alors justement, la lutte contre les violences devrait concerner tout le monde, oui. Autant les hommes que les femmes. Et justement, tu as très bien souligné au début qu'il y avait, dès le départ, dès la création de la Fondation des femmes, il y avait des hommes qui s'étaient engagés. Et à l'heure actuelle, donc, quelle est la proportion d'hommes qui sont engagés pour la Fondation des femmes ? Alors aujourd'hui, on a 30% de donateurs hommes, donc c'est 29% pour être précis, d'hommes qui donnent. Donc la majorité reste des dons de femmes, mais voilà, on a quand même 30% d'hommes qui donnent. Au niveau national, on n'a pas d'hommes dans les équipes salariées, donc il y a le siège à la Cité Audacieuse à Paris où il y a une équipe de permanents salariés sur lequel on n'a pas d'hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les accepte pas, c'est qu'ils ne postulent pas. Il y a une petite blague, souvent on dit c'est parce que certainement que les salaires ne sont pas assez hauts et que c'est pour ça qu'on les trouve pas. Non, ça c'est toujours une petite plaisanterie, mais voilà, en tout cas, on n'a pas aujourd'hui d'hommes dans les équipes salariées, mais c'est tout à fait possible que demain on ait des talents hommes au sein de la Fondation. Et puis dans les équipes bénévoles, on en retrouve un certain nombre. On a beaucoup de conjoints, de frères, de militantes sur le terrain, mais aussi de plus en plus d'hommes qui s'engagent eux-mêmes, j'ai envie de dire, sans que personne ne leur demande. Et on en a beaucoup. Nous, systématiquement, sur toutes nos collectes, sur tous les événements, on a des hommes qui viennent régulièrement parce qu'ils sont bien conscients que c'est un problème global et qu'on a surtout besoin grandement d'eux, d'alliés, comme on dit, dans la lutte. Puisque on ne lutte pas contre les hommes, on lutte bien contre le patriarcat. Et c'est un débat qu'on voit beaucoup, ça, sur les réseaux sociaux. All men, not all men, vous le voyez très souvent, ça, les hashtags not all men. All men, ça veut pas dire que tous les hommes sont violents, mais ça veut dire que potentiellement, la violence, elle peut être partout. Et on le voit très bien avec l'affaire Gisèle Pelicot, où on a 50 hommes, d'âges différents, de professions différentes, de nationalités différentes. Enfin voilà, 50 hommes qui ne se ressemblent pas du tout. Et le all men veut bien dire ça, veut bien dire potentiellement, on peut vivre des violences en tant que femme de la part de son conjoint, son ex-conjoint, son patron, son frère, son père. Voilà, donc c'est un peu ce discours-là, mais il n'est pas contre les hommes, il est bien contre un système patriarcale. Ceci dit, quand on regarde un petit peu toutes les infractions en France et tous les délits, on se rend compte que c'est sur les infractions à caractère sexuel qu'on a la plus forte différence entre hommes et femmes, puisque 4% des mises en cause sont des femmes et 96% sont des hommes. Donc la problématique, elle reste quand même bien des violences faites aux femmes
par des hommes. C'est les femmes qui meurent des coups des hommes et c'est bien les hommes qui sont mis en cause. Voilà, donc ça, il faut être très très clair là-dessus. Mais ce qu'on rejette, c'est pas les hommes, c'est ce qu'on appelle la masculinité toxique, qui du coup cause d'énormes dégâts. Il y a l'historienne Lucille Pétavin qui a calculé dans le coût de la virilité l'impact financier de cette masculinité toxique. Donc elle a pris en fait tous les coûts les coûts juridiques, les coûts carcéraux, les coûts des soins, etc. De cette violence faite aux femmes, et elle estime à quasiment 100 milliards par an le coût finalement de cette masculinité toxique. Donc ça, c'est peut-être aussi un argument à avancer pour expliquer que ça nous concerne tous, puisque 100 milliards, c'est le trou actuel dans le budget. Donc voilà, réglons un petit peu tout ça, faisons en sorte qu'on vive mieux ensemble et qu'il y ait moins de violences patriarcales et de masculinité toxique pour finalement mieux vivre ensemble et réduire aussi ce coût qui nous coûte à tous énormément. Sans compter toutes les vies perdues. Évidemment, ça c'est quand même pour ça qu'on se bat au quotidien, pour réduire le nombre de féminicides, pour j'espère un jour pouvoir fêter la première année sans féminicide. On en est très très loin, c'est 1 tous les 3 jours, donc on en est vraiment loin, mais je crois qu'il faut croire que c'est possible, mais pour ça il faut se donner les moyens et on ne peut pas que compter sur la Fondation des femmes. Il va falloir que ce soit un problème global et bien compris par l'ensemble de la société pour avancer. Est-ce que tu aurais un message, justement, à faire passer à toutes celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par ce combat? Oui. Je crois que moi, si on m'avait demandé il y a 10 ans, Marion, est-ce que tu es féministe? Je pense que j'aurais dit non. Clairement, je crois que l'image que j'en avais, c'était un peu justement ce combat contre les hommes, de les femmes sont supérieures aux hommes, etc. On voudrait renverser un ordre établi, prendre le pouvoir. J'avais un peu cette image-là. J'avais l'image des Femen, clairement, sur les plateaux de télévision. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de cette image-là. Être féministe, ça veut pas dire ça. Ça veut dire être simplement pour l'égalité, contre des violences qui sont systémiques, qui sont extrêmement importantes. Et finalement, c'est donner les mêmes droits à l'autre moitié de la population, quoi. C'est ça, quand on parle des femmes, on parle quand même de 50% de la population qui aujourd'hui n'a pas les mêmes droits, n'a pas les mêmes libertés. Et ça, je crois que tout être humain normalement constitué, finalement, devrait pouvoir se dire féministe, qu'on soit un homme, une femme, et quel que soit son parti ou ses idées. Donc voilà, je crois qu'on peut vraiment militer et accompagner cette égalité de manière très différente. On n'est pas obligé de s'attacher nu aux grilles d'un tribunal. On peut aussi organiser des conférences, on peut organiser des formations dans son entreprise, on peut éduquer différemment nos enfants sans différence de genre, etc. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mener, et je crois qu'il faut se sentir concerné parce que le vrai fond du sujet, c'est le vivre ensemble, en harmonie, et c'est ça qui devrait tous un peu nous habiter, même si je sais que pour une partie de la population, ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui voudraient nous monter les uns contre les autres, etc. Mais je crois que le combat féministe, il est vraiment important. Et voilà, s'il y a 10 ans, moi, je pense que je ne me serais pas reconnue comme féministe. Aujourd'hui, je sais que je le suis profondément et que je le suis depuis toujours, en fait. C'est simplement qu'on a tendance parfois à mettre les mauvaises notions, les mauvaises définitions sur certains mots. Effectivement. Alors, tu as parlé aussi d'éducation. Oui. Effectivement, on sait que l'éducation, ça a un rôle fondamental dans la lutte contre les violences. Comment mieux éduquer l'humanité? C'est une grande question, ça. Comment mieux éduquer l'humanité? En effet, on le disait un petit peu en sous-titre tout à l'heure quand on parlait de masculinité toxique. Cette masculinité toxique, elle est pas... Elle arrive pas comme ça. On a prouvé scientifiquement que les hommes n'avaient pas de pulsion, de violence, etc. Que c'était vraiment une construction parce qu'ils sont éduqués, élevés, même parfois, j'ai envie de dire, c'est même pas forcément de l'éducation, mais en tout cas éduqués, élevés dans des valeurs viriles, etc., toxiques, qui sont extrêmement problématiques. On n'apprend pas non plus toujours forcément aux enfants à
donner leur avis, on ne les éduque pas au consentement, on ne les éduque pas aujourd'hui non plus à savoir réguler et gérer leurs émotions, et donc on se retrouve avec des gens qui ont de la violence en eux, qui n'ont pas... ça fait des adultes violents, ces enfants qui n'arrivent pas finalement à bien réguler, bien gérer, bien canaliser leurs émotions. Donc ça doit commencer par là, mais c'est vraiment un problème global. Ça veut dire il faudrait qu'on arrête d'avoir du marketing genré avec les jouets pour les filles, les jouets pour les garçons. Il faut qu'on sorte de ces représentations-là parce que il faut qu'on arrête d'avoir systématiquement un médecin, une infirmière dès qu'on lit n'importe quel texte sur le monde de l'hôpital, par exemple. L'idée étant que chaque petite fille, chaque petit garçon puisse se dire ça, c'est possible. Et tant qu'on aura 90% des affiches d'école de commerce où c'est un jeune homme blanc avec son petit polo, que pour aller faire de la gym, ce sera toujours représenté par une petite fille en juste au corps à paillettes, tant finalement qu'on sera dans ces représentations-là et que par notre éducation, nos biais sexistes, on continuera à alimenter ça dans les esprits de nos jeunes générations. Et tant qu'on sera pas sorti de ça, on aura toujours des petites filles qui penseront que ça c'est pas pour elles, qu'elles ont pas le droit de dire non, et on aura toujours des petits garçons qui se sentiront légitimes à montrer leur colère, à s'énerver, à frapper. Et tant qu'on sera dans ces logiques-là, on aura beaucoup de mal à sortir des violences parce qu'elles sont systémiques et qu'elles se répètent de génération en génération, notamment par cette éducation encore très genrée. C'est encore tout un travail au quotidien. C'est ça. Il faut vraiment travailler pour déconstruire et éduquer nos enfants. Et puis, c'est toutes les discussions aussi en cours sur est-ce que l'éducation nationale doit s'emparer de ce sujet-là, quand on sait qu'une énorme partie des violences, elle est intrafamiliale, que les violences sexuelles, c'est bien souvent de l'inceste pour les enfants, donc c'est directement les pères, les oncles, les frères qui agressent sexuellement les enfants. Pour moi, il est absolument indispensable que l'éducation nationale fasse aussi ce travail-là d'éduquer dès la maternelle au consentement. Donc, on entend de tout sur ces nouveaux modules de formation qui, normalement, devraient être obligatoires depuis 2001. On est en 2025. Je crois qu'enfin, ça y est, on va avoir vraiment la première généralisation de ces cours et de ces temps pour les petits. Mais il y a une vraie résistance. Il y a énormément de gens qui sont complètement contre cette idée-là, disent que ça n'est pas le rôle de l'éducation nationale, que c'est le rôle des familles, sauf que les familles sont extrêmement défaillantes sur ce sujet-là et qu'il faut impérativement que l'État prenne ses responsabilités sur tout ça. Et c'est pas l'idée d'éduquer les enfants à la sexualité, c'est de les éduquer vraiment au consentement et au respect du corps de chacun notamment. Tout à fait. On a parlé de consentement. Alors oui. Justement, on a une question à ce sujet. Ouais. Le sujet du consentement, surtout la définition du consentement à l'échelle nationale, elle est remise en cause actuellement. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de cela ? Je pense que c'est dommage. Alors, je m'explique. Je ne pense pas que ce soit dommage de se poser collectivement la question du consentement parce que c'est très important. Je pense que c'est un sujet assez technique, mais dans les grandes lignes, la position de la Fondation, et qui est vraiment la position que moi je partage vraiment à titre personnel, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'introduire cette notion de consentement dans le texte de loi, qui aujourd'hui, une agression sexuelle, c'est quelque chose qui est fait sous contrainte, violence, menace ou surprise. Donc ça couvre déjà finalement quasiment l'ensemble des situations, même si on pourrait y ajouter soumission chimique et autres. Mais en tout cas, on a une loi qui n'est pas trop mal faite. Par contre, on n'est pas en mesure de l'appliquer, cette loi, aujourd'hui. Donc, revoir la définition du consentement, pourquoi pas, mais on se rend compte aussi que ça pourrait pénaliser certaines victimes dans des procès, parce qu'elles devraient finalement prouver qu'elles ont bien donné leur non-consentement. Or, on sait aujourd'hui particulièrement bien que dans des affaires d'agression sexuelle et de viol notamment, les femmes sont très souvent en état de sidération, voire de dissociation, et donc dans l'incapacité totale, ne serait-ce que de parler, donc de donner leur non-consentement.
Donc en effet, on le voit notamment au Canada, c'est ce qui fait aussi pouvoir réfléchir à la notion de changement de loi. Au Canada, ça fonctionne assez bien, le consentement est écrit dans la loi et donc on considère que dans des relations, il faut absolument avoir un consentement de l'autre personne et c'est ça qu'on va chercher dans certains procès. Donc quand la loi et les moyens sont bien faits autour de cette notion, comme au Canada, ça peut fonctionner. Chez nous, ça va être plus compliqué et on a un peu l'impression parfois que cette notion de consentement, c'est un peu vu comme une formule magique. C'est-à-dire, on ajoute consentement dans la loi et à partir de là, on n'aura plus de problème. On va pouvoir avoir des procès qui vont mieux fonctionner, un système judiciaire, etc., qui fonctionnera mieux. Sauf que c'est un peu de la poudre aux yeux de vouloir, d'imaginer cela en tout cas. Donc l'idée c'est vraiment de créer une loi cadre, un petit peu dans l'esprit de ce qui a été fait en Espagne, c'est-à-dire d'avoir une vraie loi cadre sur plus de moyens pour les magistrats, les gendarmes, les policiers, etc. Plus de formation à ces notions de dissociation et de sidération dont je vous parlais par exemple tout à l'heure, d'avoir vraiment une loi avec tout un tas de mesures aussi bien sur le milieu juridique que sur l'éducation. On en parlait avant, donc des vraies mesures aussi de prévention et d'éducation en amont. Donc aujourd'hui, il y a une pétition qui a été lancée par la Fondation des femmes et qui regroupe 140 mesures. Donc il y a vraiment beaucoup de monde qui a travaillé là-dessus. Une coalition de beaucoup d'associations féministes, d'organisations, de magistrats, d'avocats, de députés qui ont travaillé ensemble pour rédiger 140 mesures d'une loi cadre. Et aujourd'hui, on est quasiment à 100 000 signataires. Donc ça commence à faire du monde qui reconnaît l'utilité d'avoir une vraie loi cadre et pas juste 2-3 mesures, dont la redéfinition de la loi, qui en soi est en train de cristalliser le débat, alors que la problématique, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur la définition de la loi, même si on entend bien ce besoin de pédagogie et donc d'avoir ces mots-là qui soient écrits. Mais le code pénal, il n'est pas fait pour être pédagogue, il est fait pour être appliqué, il est fait pour qu'on ait plus de violeurs derrière les barreaux et moins de plaignantes qui se retrouvent avec soit des non-lieux, si elles ont entre guillemets de la chance d'aller jusqu'à un procès, soit des classements sans suite. Aujourd'hui, c'est 94% des plaintes pour agression sexuelle qui sont classées sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'enquête. On ne va même pas chercher à savoir si ce dépôt de plainte, s'il y a besoin de mener une enquête ou quoi, ça ne va même pas jusque-là. Donc les chiffres sont un petit peu vertigineux et pour changer ça, il faut vraiment une vraie loi intégrale et pas juste 2-3 mesures magique parce que si c'était le cas, on l'aurait fait depuis longtemps et on sait que c'est pas ça. Voilà, donc vraiment l'idée c'est d'avoir une loi cadre intégrale qui donne vraiment plus de moyens à l'ensemble du tissu associatif, juridique, carcéral et qui reprennent bien tout ça et surtout de donner plus de moyens. Aujourd'hui, on estime que 40% des femmes qui sont victimes de violences conjugales ne peuvent pas avoir de situation d'hébergement d'urgence. Elles ne trouvent pas un hébergement d'urgence, donc elles sont finalement dans l'incapacité parce qu'il n'y a pas de relais familial, parce que souvent il y a eu emprise, on a justement fait exprès, le conjoint ou l'ex-conjoint a justement coupé toute forme de soutien familial, etc. à ces femmes. Et donc, on en a quand même aujourd'hui 40% qui se retrouvent sans aucune possibilité de s'enfuir finalement, puisque c'est un peu ça quand même dont on est en train de parler. Donc les chiffres sont encore extrêmement... c'est des gros chiffres qui sont vraiment sur une réalité de terrain qui demandent d'avoir une loi qui encadre tout ça et qui permette d'avoir plus de moyens à tous les niveaux. On parlait des textes de loi, il y a aussi bien sûr des choses à revoir de ce côté-là. Donc la notion de consentement, oui, non, peut-être, j'ai envie de dire, c'est pas le débat. Par contre, l'imprescriptibilité du délit, ça c'est vraiment d'agression sexuelle, de viol, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important puisqu'on sait qu'on a des femmes ou des enfants qui vont vivre une amnésie traumatique et se rappeler avoir été
agressés ou violés au bout de 40, 50 ans parfois, hein, donc vraiment des gens qui vivent avec cette amnésie traumatique pendant très longtemps. Il y a aussi tout simplement des victimes qui ont besoin de temps avant de pouvoir intenter un procès. Donc c'est vraiment l'idée de ne plus avoir de prescription sur ce type de délit-là. D'ajouter aussi le délit, le crime d'inceste, qui aujourd'hui n'existe pas en tant que tel dans la loi. Donc oui, il y a des choses à changer dans le code pénal, mais il y a surtout plus de moyens, un cadre et vraiment l'idée de s'emparer du problème de manière globale et pas seulement que sur le prisme du consentement. Très bien, merci. Tu as parlé de plus de moyens. Oui. Alors justement, quels sont vos plus grands défis actuellement ? Le défi financier, c'est notre défi de chaque année. L'objectif étant toujours de récolter plus de fonds, donc de mener des actions qui permettent ça, mais aussi d'avoir toujours plus de donatrices et de donateurs réguliers, parce que c'est vraiment ça qui permet d'avoir des actions et surtout un financement régulier. Donc oui, on mène des grosses actions. Je vous parlais du concert à l'Arena Adidas qui est incroyable et qui a permis de récolter des fonds de manière ponctuelle. Mais ce qui vraiment est notre plus grand défi, c'est d'avoir un maximum de donatrices et donateurs réguliers qui donnent tous les mois pour pouvoir vraiment avoir un budget qui soit donné aux associations de manière pérenne. Ça, c'est vraiment notre plus grand défi. Et puis un des défis qu'on n'avait pas imaginé, enfin, je pense que si, mais moi, en tant que grand optimiste, je l'avais pas forcément imaginé, c'est de garder les acquis. Aujourd'hui, on est quand même sur certains droits qui sont mis à mal, comme l'IVG, comme il y a le droit de vote des femmes. On pensait que c'était quelque chose qu'on reviendrait jamais en arrière, et finalement on voit qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, etc., on essaye déjà d'enlever certains votes à certaines femmes. Donc voilà, en tout cas, je crois qu'il y a aussi une part qu'on n'imaginait pas, mais qui va être de garder les acquis, et puis bien évidemment de faire avancer les choses et surtout les mentalités, de déconstruire, de détricoter un système patriarcal qui est très présent, très ancré, et sur lequel c'est un travail quotidien et à multiniveau pour réussir à aller vers plus d'égalité et moins de violence. Déconstruire pour mieux reconstruire. C'est ça, c'est un peu l'idée. Alors, être féministe, tu en as parlé au début. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Être féministe, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment s'engager pour l'égalité et puis s'engager de manière concrète. Il suffit pas, je crois, de se dire aujourd'hui oui, bien sûr, je suis féministe. Oui, bien sûr, je suis pour l'égalité. Je crois qu'il est temps qu'on ait tous un peu ce travail aussi d'introspection de nos propres biais sexistes, des propres choses qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire. Moi, la première, je le vois bien, j'ai une petite fille de 4 ans, donc ça m'arrive encore parfois d'utiliser certains mots que je devrais pas, ou de tout de suite genrer des choses en lui disant tu vas voir, on va aller chez le médecin et lui expliquer en disant toujours le médecin, par exemple. Je prenais cet exemple tout à l'heure, mais je vois que moi aussi, ça peut encore m'arriver régulièrement. Donc, je crois qu'être féministe, c'est simplement vouloir l'égalité, vouloir que la moitié de la population ait les mêmes droits que l'autre et essayer de s'engager comme on peut sur des actions qui nous ressemblent. On disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de s'attacher nu devant un tribunal, on peut juste mener des actions beaucoup plus à son niveau, à son échelle et qui nous ressemblent pour essayer de faire changer un tout petit peu les choses. Alors, il existe une grande diversité d'associations féministes. Comment vous collaborez au quotidien ? C'est l'essence même de la Fondation que de financer ce tissu associatif qui est extrêmement riche. On a vraiment la chance en France d'avoir un tissu d'associations féministes très différentes, diverses, qui sont sur différents pans. Et l'objectif, c'est vraiment de financer toutes ces associations
qui œuvrent directement sur le terrain. Et puis, un des buts de la Fondation, c'est aussi de rassembler ces associations. Donc, au-delà des clivages ou des différences de vision, on parlait tout à l'heure de la notion de consentement. Est-ce qu'il faut ou non l'introduire dans le texte de loi ? Ça fait typiquement partie des questions où toutes les associations féministes ne sont pas d'accord. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà des clivages pour vraiment être ensemble sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, toutes les associations féministes sont assez d'accord. Et donc de travailler ensemble. Je crois qu'on a des beaux exemples de cette coalition en France. Par exemple, la Fondation, avec 200 autres organisations et associations, a piloté ce qu'on a appelé des alertes féministes, donc notamment entre les votes de l'Assemblée, etc. On a eu des alertes féministes, donc vraiment ces 200 organisations qui se sont mobilisées ensemble sous la bannière des alertes féministes pour aller dans la rue, se mobiliser, manifester et puis donner l'alarme, sonner l'alerte sur les possibles dérives de l'extrême droite et de ce que ça ferait en termes de recul de droits des femmes notamment et toutes les promesses sur les violences qui étaient un petit peu compliquées à mettre en place. Donc c'était vraiment aussi des moments où tout le tissu associatif, féministe et quelles que soient les visions finalement ont pu travailler ensemble. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la loi cadre, où aujourd'hui on a 60 associations féministes, donc vraiment toutes les principales associations sont là et signent ensemble ces 140 mesures. Ok. Et un autre sujet qui fait débat, l'écriture inclusive. Qu'est-ce que tu penses de l'écriture inclusive ? Je pense un petit peu comme le consentement, qu'on en fait beaucoup, alors que finalement, c'est peut-être pas utile de tant en parler. Pour moi, c'est un moyen comme un autre de pouvoir faire avancer l'égalité, et c'est un moyen qui est très simple, très efficace. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas l'intégrer, mais pour moi, ça va un petit peu au-delà de l'écriture inclusive. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit dans une communication inclusive. On parlait tout à l'heure des images qu'on donne à nos enfants. C'est tout ça aussi, la communication inclusive, c'est-à-dire pouvoir représenter tous les genres, que tout le monde se sente représenté dans l'écriture, mais aussi dans les images, dans la pub, à la télé, sur un petit peu tous les pans finalement de la communication. Donc je crois que l'écriture inclusive, c'est facile à mettre en place. Alors si on n'aime pas le point médian, point E, point S, on ne l'utilise pas. Mais il y a plein d'autres manières d'utiliser l'écriture inclusive. Si on parle par exemple, pour parler d'un poste de directeur générique, souvent on voit écrit le directeur, fera ci, fera ça dans des textes d'entreprise par exemple. On peut très bien écrire la directrice ou le directeur, ou si on veut encore moins s'embêter, on écrit la direction. Vous voyez, c'est un peu assez simple finalement d'utiliser au quotidien une écriture inclusive, un langage inclusif, et c'est déjà une première porte pour que tout le monde puisse se sentir représenté et pour pallier à certains biais sexistes de la langue française. On a eu donc une belle présentation générale de ce qu'est la Fondation des femmes. Comment on peut vous rejoindre maintenant ? Pour rejoindre la Fondation et pour la soutenir, il y a plusieurs manières de faire. La première et la plus impactante, c'est de devenir donateur régulier. Donc ça, c'est assez simple. Sur le site de la Fondation, on va sur la rubrique dons, nous soutenir, et puis on peut faire un don mensuel régulier qui est défiscalisé. Donc c'est moins 66% sur le revenu imposable. Et ça permet vraiment de soutenir de manière très concrète et le plus efficacement possible finalement la Fondation. Et puis ça peut être aussi de rejoindre les équipes volontaires et bénévoles sur le terrain. Donc il y a des antennes de la Fondation un petit peu partout en France. Là, évidemment, il y a Bordeaux, mais il y a aussi Nantes, Lyon, Lille. Voilà, dans plein de villes aujourd'hui en France, on retrouve une antenne de la Fondation qui a grandement besoin de volontaires pour certaines missions comme les collectes de produits de première nécessité pour des femmes en précarité dans les monoprix lorsqu'il y a ce type de collecte,
pour donner un coup de main sur l'organisation d'actions et surtout aussi pour créer de nouvelles choses puisque la Fondation mène des actions, mais l'objectif sur le terrain, c'est vraiment que les bénévoles s'emparent du sujet et finalement choisissent leurs moyens d'action. Donc là, nous, on fait régulièrement, par exemple, sur Bordeaux, simplement des apéros où autour d'une bière, on échange, on discute. Déjà, ça fait du bien d'être dans une sorte de safe place, sans sexisme, où on va pouvoir discuter, échanger librement. Et puis, c'est ces moments-là aussi où on va construire de nouvelles actions. Voilà, là, on envisage de faire, par exemple, des apéros où on fait venir des vigneronnes pour nous parler du fait d'être une femme dans le vin aujourd'hui en 2025 et d'avoir comme ça des temps d'échange entre bénévoles avec toujours un objectif sur ces actions qui est de ramener de l'argent puisque c'est notre objectif. Donc voilà, il y a plusieurs manières de nous rejoindre. Signer les pétitions, par exemple, ça c'est aussi une autre manière de s'engager en moins d'une minute pour faire avancer et mieux entendre la Fondation. Donc par exemple, signer en ce moment la pétition sur la loi cadre dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment plusieurs manières de nous soutenir, dont certaines qui sont simples et efficaces. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que tu aurais des messages à faire passer aux personnes qui nous écoutent ? Des messages à faire passer, je crois qu'il y en a deux principaux. Le premier, c'est vraiment soutenez la Fondation des femmes parce que c'est vraiment une fondation qui œuvre directement pour les associations de terrain. Donc, c'est la certitude pour vous d'avoir un impact direct pour diminuer, faire cesser un jour les violences faites aux femmes et accompagner l'égalité. Et puis, de manière plus personnelle, j'ai envie de vous dire, osez le féminisme, osez le micro-féminisme. Vous pouvez au quotidien reprendre vos pères, vos tantes, vos frères qui vont avoir des biais sexistes en parlant, on prenait l'exemple au fur et à mesure du podcast de une infirmière, un médecin. N'hésitez pas à reprendre régulièrement lorsque vous entendez ce genre de choses. N'hésitez pas au quotidien, vraiment, à oser prendre position, vous engager pour qu'on puisse tous ensemble faire avancer petit pas par petit pas la société vers une société moins patriarcale et plus inclusive pour tout le monde, quel que soit son genre, son sexe. C'est important qu'on avance tous ensemble dans le vivre ensemble. Merci beaucoup, Marion, de nous avoir reçus. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir d'échanger à propos de la Fondation des femmes. On sait ce qu'il nous reste à faire, toutes et tous, au quotidien. Il y a encore un long travail, un long chemin à parcourir, mais on peut y arriver. C'est ça, on va finir par cette dose d'optimisme. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.